Bienvenue à tous sur France Culture, il est 17h. Réviser ses classiques tout en s'amusant, tester et améliorer son orthographe sans être noté. Avec Rachid Santaki, nous vous proposons une dictée et sa correction à faire seul ou en famille, munie d'un papier et d'un crayon. En compagnie aujourd'hui de la romancière Claire Berest, une dictée à suivre maintenant sur l'antenne de France Culture, en vidéo sur le Facebook de la chaîne et à retrouver plus tard, si vous le souhaitez, sur le fil de vos podcasts. France Culture, la dictée géante de Rachid Santaki avec Olivia Gesbert. Et bonjour Rachid Santaki. Et bonjour Olivia. Pourquoi on commence toujours par « et » en fait? Est-ce que c'est pas une faute de français? Peut-être, je vous suis. Vous dites bonjour à bonjour, je vous suis. Vous me suivez. Avec nous, la romancière Claire Berest, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes la co-auteure de Gabrielle, un hommage à votre arrière-grand-mère, Gabrielle Buffet-Picabia, puis de Rien n'est noir autour du couple Frida Kahlo et Diego Rivera. Votre dernier roman, Artifice, apparu à la rentrée dernière, sur les traces d'un flic déchu, un roman 100% Rachid Santaki, un polar déjanté et très particulier. Une émission aujourd'hui en partenariat avec nos camarades du magazine littéraire Lire, qui consacre son numéro de mars au couple de la littérature. Claire Berest, votre compagnon justement, Abel Quentin, est écrivain et lui a aussi publié un roman remarqué à la rentrée dernière, comme vous, Le Voyant des Tempes, aux éditions de l'Observatoire, prix de Flore cet automne. Alors est-ce que amour et livres font bon ménage? C'est la question que se pose le magazine ce mois-ci. Vous leur répondez quoi? J'imagine qu'il y a toute une palette à explorer et que c'est ça qui est intéressant. Humblement pour ma part, je trouve que c'est une... ça paraît un peu cliché, mais oui, c'est toujours une richesse, parfois à double tranchant, mais de partager une passion profonde avec la personne avec qui on partage toutes les contingences de la vie, parce que ça apporte ce surplus d'âme que sorti des organisations, des enfants, de construire quelque chose ensemble qui tienne la route. Il y a aussi comme cette respiration absolue que l'endroit qui nous est le plus secret, qui palpite de manière peut-être solitaire, puisse tout d'un coup être partagé avec l'autre et partagé de manière en plein et fulgurante. Et donc, pour ma part, j'estime que c'est plutôt une vraie chance. Alors, c'est votre premier lecteur, relecteur? Littéralement, oui. Après, je pense que chacun s'organise et je peux tout à fait comprendre qu'on ait envie de garder son travail comme ça, un peu derrière un paravent pendant un temps. Mais pour le coup, il y a quelque chose de très stimulant à se mettre sur le gris en permanence. Et le fait d'avoir quelqu'un en face qui partage cette passion, j'allais dire cette obsession aussi, fait que ça devient le premier lecteur, ou moi la première lectrice, avant même l'écriture. C'est ça qui est joli. Enfin, c'est ça qui est... qui soutient beaucoup, parce que pour qu'un texte, un roman prenne forme, il y a tout le travail souterrain en amont de la construction, de la naissance des personnages qui vont littéralement habiter dans la maison, qui vont prendre chair, qui vont prendre un passé, un présent, un futur. Ils sont là et on peut littéralement vivre ensemble avec, s'interroger dessus. Et je pense que du coup, ça fait deux cerveaux au lieu d'un et que ça permet d'échanger, de donner des idées à l'autre. Et puis quand l'écriture arrive, pour le coup, c'est vrai qu'avec Abel, on se relie de façon très régulière au fur et à mesure que les pages s'écrivent, en essayant d'être le plus sévère possible, on va dire. Alors, c'est peut-être pas pour rien, parce que ces personnages, avant même l'écriture du livre, habitent ensemble sous le même toit avec vous, avec les auteurs que vous êtes, que peut-être pas pour rien que vous avez donné à votre personnage le prénom de l'homme avec qui vous vivez, Abel. Alors, je tiens à rectifier une chose. Non, tout à fait. C'est amusant, effectivement, mon flic... Hasard ou coïncidence, dirait le flic? En fait, un petit peu les deux. Mon flic perdu, que j'aime beaucoup, Abel Bach, en fait, est né dans une nouvelle que j'ai écrite il y a 5 ans. Une nouvelle qui m'avait été commandée à peu près au moment où j'écrivais Gabrielle avec ma sœur Anne. On m'a commandé une nouvelle. Alors, c'était un peu un challenge. Il s'agissait d'essayer de faire un hommage, une variation autour de Lolita de Nabokov. Sujet complexe, hein. Il s'agit quand même de un des romans les plus fous et en même temps un sujet, la pédocriminalité, tout ça, challenge. Et j'avais essayé de créer un personnage pour essayer
de me mettre à la place d'Humbert Humbert, de lui rendre hommage, le personnage de Nabokov. Mais je ne voulais pas, parce que j'ai besoin de faire corps avec mes personnages, absolument, d'être dans leur chair, et je n'avais pas envie d'être dans la chair d'un pédocriminel. Donc j'essayais de feinter, et j'avais créé ce personnage de flic qui, dans ma nouvelle, était obsédé par une affaire avec une certaine Lolita, une très jeune fille, une nymphette, comme dans Nabokov. Mais il était obsédé par ce qu'il s'était passé au moment de sa disparition, de sa mort. Ce qui me permettait de faire cet hommage à Nabokov et de faire un pas de côté. Je crée ce personnage d'Abel Bach, qui collectionne déjà des orchidées, qui est un peu paumé, qui n'a pas d'amis, etc., etc. Et en fait, à ce moment-là, mon compagnon, Abel Quentin, n'avait pas encore fait son premier roman, Sœur. Et il se trouve qu'Abel Quentin est un nom de plume. Ce n'est pas son vrai prénom et son vrai nom de famille. Ah. Donc, il ne s'appelle pas Abel dans la vie. Et quand, quelques années plus tard, il se choisit un nom. Un nom. Alors, il ne l'a pas fait à cause de cette nouvelle. Il l'a fait pour ses raisons qui lui sont propres. Mais de fait, mon personnage d'Abel Bach existait déjà. Et moi, pour mon dernier roman, Abel Bach, que j'avais créé pour cette nouvelle, était resté tellement avec moi, il me hantait. Je m'étais dit que ce mec, il avait besoin de plus que 10 pages de nouvelles, mais que j'avais envie d'explorer sa vie. Et j'ai écrit Artifice. On se demande plus largement si vos vies amoureuses, dans des couples d'écrivains ou des couples d'artistes, et pour quelque chose dans votre œuvre. C'est le cas en tout cas pour le couple Frida Kahlo et Diego Rivera que vous avez porträtisé, que vous avez biographié, Claire Berest, l'un et l'autre. Ils se sont beaucoup alimentés dans la création aussi, beaucoup inspirés, tout en ayant chacun des vies très différentes. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un sujet sur lequel je me suis énormément penchée au moment de l'écriture de Rien n'est noir. Et après, c'est intéressant et on peut faire des parallèles avec des couples d'auteurs. Ils ont 20 ans d'écart. Diego Rivera, c'est quelqu'un qui est extrêmement établi au moment où il rencontre Frida Kahlo. Il est extrêmement célèbre et au Mexique et en Europe et de façon internationale. C'est quelqu'un qui dîne avec le président mexicain. C'est quelqu'un qui est une institution. Et elle est une petite poupée cassée, une nobody, comme on dit aujourd'hui. Elle n'est personne. Et ce qui est très intéressant, je trouve, dans ce couple de créateurs, donc là, il s'agit de peintres, c'est que précisément, alors qu'on peut reprocher beaucoup de choses à Diego Rivera, et ça a été fait, d'avoir beaucoup trompé Frida Kahlo, d'avoir été un ogre, dévorateur, etc. Mais pour le coup, on est quand même au Mexique au début du XXe siècle, et ce type se penche sur Frida Kahlo avec un regard absolument dénué de toute misogynie. Il regarde son père, quelqu'un qui fait le même métier que lui, et il juge son travail à l'aune de la camaraderie profonde de qu'est-ce que tu as dans le ventre en tant que peintre. Et faire ça au début du XXe siècle dans un pays assez masculiniste, ça dit aussi quelque chose de Diego Rivera. Et ce qui est intéressant, c'est que Frida Kahlo, qui elle ne cherchera que peu dans sa vie à se mettre en avant, à faire, comme on dit, carrière, c'est-à-dire à créer les liens, à pouvoir exposer ses tableaux, qui peint plutôt pour ne pas mourir, pour survivre. C'est Diego Rivera qui la poussera à sortir de de son abri pour aller montrer ses tableaux, pour que vive au monde sa grande déesse, la grande peintre pour lui, Frida Kahlo. Et donc c'est vrai que c'est assez intéressant de se rendre compte que peu importe la vie sentimentale, parce que ces deux-là s'en sont fait beaucoup voir, et ils se sont beaucoup détruits, mais on peut tout à fait superposer une vie sentimentale très complexe et une sorte de compagnonnage de créateurs toute une vie, même parfois au-delà même du couple. Est-ce que vous êtes, comme lectrice, vous, Claire Berest, assez friande d'un autre genre littéraire qui est celui des correspondances, et notamment de ces correspondances assez uniques entre écrivains ou entre couples amoureux? On pense à Camus, Albert Camus et Maria Casares, correspondance publiée assez récemment et qui est absolument somptueuse. C'est vraiment un des bijoux de littérature. On pense à Musset, à George Sand. Est-ce que vous aimez ce style des correspondances? Vous plongez à travers ces lettres dans la vie amoureuse d'autres couples célèbres, d'artistes, d'écrivains? C'est une question intéressante parce que j'ai toujours une sorte de double mouvement face à la correspondance des gens que j'admire, ou en tout cas envers qui j'ai de la curiosité. Je sais que par exemple, un livre qui a été sur ma table de chevet pendant des années, c'était la correspondance de Flaubert. Alors là, avec une multiplicité de destinataires, mais parmi lesquels il y avait aussi ces relations amoureuses, même si Flaubert avait un rapport complexe à la chose amoureuse. Mais si je ne me trompe pas, je pense à Louise Collet, qui était une de ses amours. Alors, amour change
de genre entre le singulier et le pluriel. Donc là, je viens de me demander si j'ai fait une faute. Non, comme on est sur l'orthographe, amour, c'est féminin au pluriel, c'est féminin, masculin voilà, au singulier. Et donc oui, donc j'ai pu... Alors pourquoi double mouvement ? Parce qu'en même temps, il y a quelque chose de fascinant d'aller dans les coulisses, et la correspondance, c'est aussi cela. C'est de voir ce qui est tu, ce qui est caché, ce qui fait aussi partie de la chambre à coucher. Et j'ai toujours conscience aussi que quand quelqu'un fait le travail éditorial d'assembler des correspondances pour les rendre publiques, il y a toujours tromperie et tricherie aussi. Ce ne sont pas des lettres qu'on a trouvées dans un tiroir, dans une vieille maison, et qui révéleraient leur vérité authentique absolue. Donc il y a toujours l'idée aussi d'une mise en scène de ce qu'on va bien vouloir dire, de ce qui est censé être caché. Voilà, tout ça fait que ça m'intrigue beaucoup, et que oui, il peut y avoir une griserie, et effectivement, on a tous pleuré avec les lettres de Camus, mais j'ai toujours aussi cette sensation qu'il y a peut-être un troisième œil qui est venu construire quelque chose, et donc je peux avoir une sorte de méfiance avec ça. Un couple, une écrivaine, Colette et Willy. Vous avez choisi un texte de Colette pour aujourd'hui. Exactement, j'ai choisi un extrait de Chérie, donc de Colette. Je vais vous... Paru en 1920. Voilà, paru en 1920, qui raconte donc la différence d'âge entre Léa de Lonval, qui est la maîtresse de Fred Peloux, surnommée Chérie. Léa ressent les moindres effets d'une passion qu'elle pense être la dernière. Il suffira à Chérie d'épouser la jeune Edmée pour comprendre que la rupture avec Léa ne va pas sans regret. Donc ça, c'est le résumé. Et le passage en question, c'est donc un passage où Fred Peloux, donc surnommé Chérie, se retrouve avec sa mère. C'est le matin. Fred Peloux, surnommé Chérie, est donc avec sa mère. C'est le matin. Et il est nerveux car il a reçu une lettre de rupture de Léa. Il y a de quoi être un peu nerveux quand même dans ces moments-là, non ? Exactement. D'accord. Alors, la dictée, du coup, pour vous, Claire Bérez, j'ai lu quelque part que vous avez été prof de français, c'est ça, à Bobigny. C'est que vous avez fait subir à d'autres ce que vous allez devoir vivre avec nous aujourd'hui, avec les auditeurs de France Culture. Absolument. C'était en quelle classe, quel niveau ? Est-ce qu'on faisait encore des dictées à ce moment-là ? Oui, on faisait encore des dictées. J'ai pas été prof longtemps parce que j'ai démissionné assez rapidement. Voilà, parce que je m'insurgeais d'un certain nombre de conditions de l'éducation nationale. Mais j'avais effectivement des élèves merveilleux aussi, des rencontres, et je les avais de la 6e à la 3e. Ah ouais. Et effectivement, on fait encore des dictées à ce moment-là. Et je sais que j'avais l'impression d'être passée du côté du bourreau, parce que j'avais moi-même des souvenirs empreints de terreur des dictées de mon enfance. Et c'était étrange d'être passée de l'autre côté du miroir et de devoir faire subir cet exercice, mais qui peut être aussi tout à fait joyeux, comme aujourd'hui. Exactement. C'était quel établissement à Bobigny ? Alors, j'étais... à Louise Michel. Attendez, non, parce que ça, c'est mon établissement à Paris, parce que j'ai été d'abord en stage à Paris, à Louise Michel, et à Bobigny. Alors, je ne sais pas si j'ai fait un déni, là. Non, Timbaud. Non, c'était pas Timbaud. Un collège ? C'était un collège qui a une particularité architecturale folle. On dirait une sorte d'ovnis reliés les uns avec les autres, avec des passerelles. Est-ce que vous connaissez le collège de Bobigny ? Oui, j'ai fait une intervention à Timbaud la semaine dernière sur l'orientation. Donc je me suis dit peut-être que... Ouais, vous êtes peut-être vous-même un ancien élève, en plus de Bobigny. Vous vous demandez si Claire Bérez, vous avez un jour... C'est une espèce de déni absolu, parce que j'ai quand même enseigné, pas très longtemps là-bas, mais quand même quelques mois. Louise Michel, c'est mon premier établissement. C'est une femme aussi. C'est le nom d'une femme. Ça va me revenir. On a le temps, on va retrouver ça. C'est un peu de cartographie des établissements en Seine-Saint-Denis. Exactement. Et en attendant, donc, comment vous avez fait pour essayer de leur faire partager le goût, alors si ce n'est pas de la dictée, mais le goût des lettres, le goût du français, le goût de l'écriture, de l'orthographe ? Est-ce que c'est important aussi de transmettre ça ? Ce côté plus formel. C'est primordial, mais c'est un défi majeur. Parce que, en tout cas, mon expérience était celle d'une jeune prof qui n'avait pas encore une grande expérience derrière. Et je pense qu'avec les années, on acquiert tout un tas de bagages pour parvenir à faire cette transmission. Ce n'était pas mon cas quand j'étais prof.
Et la difficulté, mais alors voilà, bon, et on parle de l'éducation nationale, c'est un sujet, c'est un sujet de tension pour moi parce que j'ai vraiment vécu la sensation d'abandonner aussi ces enfants, de les laisser dans une situation où je ne pouvais pas les aider parce que j'avais absolument pas les capacités, trop jeune prof, pas d'expérience pour les sortir aussi des difficultés dans lesquelles ils étaient. Donc c'est vraiment un sujet sensible parce que précisément il aurait fallu, si j'avais été peut-être un peu plus âgée ou quoi, réussir à les capter, à les connecter par la grâce du texte, par la grâce des mots tendus entre nous, qui sont même parfois des mots anciens du 19e, du 18e siècle, qui peuvent leur parler de leur présent aujourd'hui, etc. Mais pour ça, il fallait quand même un certain bagage. Oui. Et on se retrouvait simplement à essayer d'appliquer des méthodes qui nous étaient dictées, j'allais dire, comme des dictates par l'éducation nationale, qui souvent n'étaient absolument pas adaptées à la réalité du terrain. Et c'est vrai que du coup, il y avait cette double injonction de devoir suivre la méthodologie, les programmes, oui. et de voir ces élèves qu'on aurait pu... Je sais qu'à un moment donné, je m'étais dit, est-ce que, allez, je ne mets pas tout à la poubelle, tous les programmes, et je ne prends pas un livre, et puis on en parle, ou est-ce qu'on n'essaye pas de lire, de chanter ensemble, de retrouver, parce que, de fait, j'étais dans un collège difficile, avec des élèves qui avaient beaucoup de difficultés, certains des élèves qui n'étaient pas francophones, mélangés avec des élèves qui le sont, des classes où il y a 30 élèves. Pour le coup, non, voilà, c'est un sujet très dur, en fait. Et de fait, moi, j'ai démissionné il y a 10 ans, et donc je ne suis plus dans la réalité aujourd'hui, mais j'ai beaucoup d'amis profs. Et ce sont des soldats, en fait, les profs. Hein. J'ai une admiration sans borne. Ils font un travail qui n'est pas assez reconnu. Ils sont ballottés par toutes les réformes permanentes, par aussi une volonté de chiffres, de statistiques. Or, ils essayent de faire un travail qui est, pour le coup, le socle, la base pour que ces élèves s'approprient leurs mots, leur langage, leurs émotions et puissent se construire en tant que futurs citoyens, futurs hommes, futures femmes. Enfin, voilà, oui. C'est un gros sujet. Éveiller la curiosité pour s'ouvrir au monde, en quelque sorte, effectivement, c'est avec l'expérience, avec tous ces éléments qu'on peut les embarquer. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Alors nous, on va renouer tranquillement. Oui, on va captiver nos auditrices, nos auditeurs, notre invité. 17h, voilà. Avec cet exercice de la dictée qui va se passer comment ? 3 lectures. La première, pour vous mettre le texte dans l'oreille. La seconde, pour prendre note. Et la troisième, pour corriger, si tant est que ce soit nécessaire. Les points de difficulté, les zones d'ombre de cette dictée avec celles et ceux plutôt qui nous écoutent de l'autre côté du poste. C'est à vous, Rachid Santaki. Si Merci, vous êtes prête, Claire Berest ? Absolument. Super. Très bonne dictée à toutes et à tous. Prenez beaucoup de plaisir. Le gonflement spasmodique, presque insensible, de ses muscles maxillaires trahissait seul sa nervosité. Madame Pelou, intimidée, imita son silence. Un tri étouffé de sonnettes résonna. « C'est Edmé qui sonne pour son petit déjeuner, dit Madame Pelou. Chéri ne répondit pas. Qu'est-ce qu'il a donc, le calorifère ? Il fait froid ici, dit-il au bout d'un moment. C'est l'Italie, répéta Madame Pelou avec lyrisme. Tu reviens ici avec du soleil plein les yeux, plein le cœur. Tu tombes dans le pôle, dans le pôle. Les dahlias n'ont pas fleuri 8 jours. Mais sois tranquille, mon amour adoré. Ton nid s'avance. Si l'architecte n'avait pas eu une paratyphoïde, ce serait fini. Point final. Programme. Une paratyphoïde. C'est ça, paratyphoïde. Paratyphoïde, voilà. Qui s'écrit presque comme ça se prononce. Hein. Exactement. On va dire ça. Allez, c'est parti. Alors, je note mon nom, pardon. Ouais. Faire comme un examen, vraiment. Très bonne dictée à toutes et à tous. Le gonflement, spasmodique, virgule, le gonflement spasmodique, virgule, presque insensible, virgule, le gonflement spasmodique, virgule, presque insensible, virgule, de ses muscles maxillaires, de ses muscles maxillaires
trahissait seul de ses muscles maxillaires, trahissait seul sa nervosité. Point. Trahissait seul sa nervosité. Point. Madame Peloux, donc je vais vous appeler Peloux, P majuscule E-L-O-U-X, Madame Peloux, intimidée, Madame Peloux, intimidée, imita son silence. Point. Madame Peloux, intimidée, imita son silence. Point. Un trille étouffé, un trille étouffé. Un trille. Alors, Un trille. Bien articulé. Un Un trille. trille. Étouffé. Un trille étouffé de sonnettes. Un trille étouffé de sonnettes résonna. Point. Un trille étouffé de sonnettes résonna. Fin de la dictée pour les écoliers. Tiré pour le dialogue. Tiré du dialogue. C'est Edmé. Donc Edmé, je vais l'épeler. E majuscule, D, M, E, accent aigu, E. C'est Edmé qui sonne. C'est Edmé qui sonne pour son petit déjeuner, virgule. C'est Edmé qui sonne pour son petit déjeuner, virgule. C'est Edmé qui sonne pour son petit déjeuner, virgule, dit Madame Peloux. Point. C'est Edmé qui sonne pour son petit déjeuner, virgule, dit Madame Peloux. Point. Chéri ne répondit pas. Chéri ne répondit pas. Point. Chéri ne répondit pas. Point. Retour à la ligne et un nouveau tiret. Qu'est-ce qu'il a donc? Qu'est-ce qu'il a donc, virgule? Qu'est-ce qu'il a donc, virgule? Le calorifère, point d'interrogation. Qu'est-ce qu'il a donc, virgule? Le calorifère, point d'interrogation. J'essaie de bien articuler. Qu'est-ce qu'il a donc, virgule, le calorifère, point d'interrogation. Il fait froid, virgule. Il fait froid, virgule. Je répète, qu'est-ce qu'il a donc, virgule, le calorifère, point d'interrogation. Il fait froid, virgule, ici, virgule. Il fait froid, virgule, ici, virgule. Dit-il au bout d'un moment, point. Il fait froid, virgule, ici, virgule, dit-il au bout d'un moment, point. Retour à la ligne et de nouveau un tiret. C'est l'Italie, virgule. C'est l'Italie, virgule. Répéta Madame Peloux. C'est l'Italie, virgule. Répéta Madame Peloux avec lyrisme, point. C'est l'Italie, virgule. Répéta Madame Peloux avec lyrisme, point. Tu reviens ici. Tu reviens ici. Tu reviens ici avec du soleil. Tu reviens ici avec du soleil plein les yeux, virgule. Tu reviens ici avec du soleil plein les yeux, virgule, plein le cœur, point d'exclamation. Tu reviens ici avec du soleil plein les yeux, virgule, plein le cœur, point d'exclamation. Tu tombes dans le pôle, point d'exclamation. Tu tombes dans le pôle, point d'exclamation. Tu tombes dans le pôle, point d'exclamation. Dans le pôle, point d'exclamation. Donc deux fois
Deuxième fois. Voilà. Tu tombes dans le pôle, point d'exclamation. Dans le pôle, point d'exclamation. Les dahlias n'ont pas fleuri 8 jours, point d'exclamation. Donc je répète, tu tombes dans le pôle, point d'exclamation. Dans le pôle, point d'exclamation. Les dahlias n'ont pas fleuri 8 jours, point d'exclamation. Mais sois tranquille, virgule. Mais sois tranquille, virgule. Mon amour adoré, point. Les dahlias n'ont pas fleuri 8 jours, point d'exclamation. Mais sois tranquille, virgule. Mon amour adoré, point. Les dahlias n'ont pas fleuri 8 jours, point d'exclamation. Mais sois tranquille, virgule. Mon amour adoré, point. Ton nid s'avance, point. Ton nid s'avance, point. Ton nid pour l'oiseau. Comme l'oiseau, Voilà. d'accord. Ton nid s'avance, C'est-à-dire point. Si l'architecte n'avait pas eu une paratyphoïde, virgule, virgule. Je répète, si l'architecte n'avait pas eu une paratyphoïde, virgule, ce serait fini, point final. Ce serait fini, point final. Donc je répète, ton nid s'avance, point. Si l'architecte n'avait pas eu une paratyphoïde, virgule, ce serait fini, point final. Voilà pour cette deuxième lecture, chère Olivia. Merci beaucoup. Comment ça s'est passé, Claire Berest, pour vous? Eh bien, c'était assez plaisant comme exercice. On se repenche sur les mots d'une autre manière. Et c'est très amusant, c'est chouette. J'espère que je n'ai pas fait trop de fautes. On va essayer de regarder ça ensemble. Vous nous dites quand il y a... Parfois, nous, on ne les perçoit pas, mais des questions qui sont posées pour vous, des endroits où vous avez peut-être hésité et où l'intuition a peut-être bien cherché son chemin aussi. Les noms propres, donc, ça ne compte pas. Alors, on y va. Extrait de cette dictée donc, de Colette et de son livre chéri, Le gonflement, un N, un M, un N, hein, E-M-E-N-T, le gonflement spasmodique. Vous l'avez écrit comment, Claire ? S-P-A-S-M-O-D-I-Q-E. Parfait. Presque insensible, pas de difficulté, je crois, de ses muscles maxillaires. Alors, c'est un possessif, S-E-S, dans cette phrase, ce sont les siens. Muscles, M-U-S-C-L-E-S, maxillaire, un L, deux L. Alors, j'ai mis deux L, A-I-R-E-S. Et c'est tout juste. Pour les maxillaires de la mâchoire, donc. Trahissait, on est sur un imparfait, T-R-A-H-I-2-S-A-I-T, à la troisième personne du singulier. Seule sa nervosité, seule au singulier, S-E-U-L, puisque c'est le gonflement. Voilà, spasmodique. Exactement. Oui. Le seul garde la marque de genre et de nombre du nom avec lequel il s'accorde, hein, avec lequel il implique une restriction, et on pourrait passer le seul de l'autre côté, ça ferait seul le gonflement spasmodique, trahissait sa nervosité, donc de ne surtout pas accorder seul avec nervosité, hein. Même si le mot le précède, ce n'est pas l'adjectif lié à nervosité. Madame Peloux, intimidée, et alors là c'est une femme, on n'oublie pas d'accorder au féminin, imita, un seul M, I-M-I-T-A, son silence. Un tri, j'allais dire un tri. Qu'est-ce que ce tri ? Alors, le fameux tri. Voilà. Mais vous l'avez écrit comment ? Alors, je ne connais pas le mot. J'imagine que ça doit évoquer le son de la sonnette. Hein. Mm-hmm. J'ai mis T-R-I-2-L-E en allant au plus simple, mais...
C'est TRI2LE, c'est Très exactement bien. ça. Et ça vient de l'italien et c'est un nom masculin et c'est effectivement cette idée de l'émission sonore un peu avec ces deux notes conjointes ou ces Stridente. deux tons stridentes qui se rejoignent. Voilà pour ce tri étouffé 2FE au singulier, masculin singulier, de sonnette. Alors attention, 2N, 2T à sonnette. Résonna, 2N, une fois encore, RESO, 2NA. Pour le verbe résonner. Oui. Comment ? Pour ce Résonner. verbe, résonna. Bien sûr. Oui. C'est Edmé, c'est C apostrophe, EST, Edmé, qui sonne pour son petit déjeuner. Pas de difficulté, je crois, ici. Rachid, vous me dites, Non, dit pas Madame de- Pelou. non. Chérie, c'est donc le nom du personnage. Ne répondit pas, on est sur un passé simple. Répondit, IT à la fin. Qu'est-ce qu'il a donc, le calorifère? Alors, calorifère, on pense un peu au kékalor. On est sur la chaleur et on n'aura pas totalement tort. C'est quoi? C'est un genre de petit un genre de radiateur. Le calorifère, vous l'avez écrit Alors, comment? je l'ai écrit une première fois, puis je l'ai barré, donc j'ai eu effectivement une difficulté. Et je l'ai orthographié, finalement, CALORIFE, accent grave RE. Très bien. Bon, mais j'ai eu un doute. Mon premier élan, j'avais mis FAIRE. AIRE. Voilà, et après je me suis dit oui, mais ça doit être un appareil, tout ça. Et c'est tout juste. Il fait froid, FOROID, tout simplement. Ici, dit-il au bout d'un moment, c'est l'Italie. On n'oublie pas la majuscule pour le nom propre, répéta Madame Pelou avec lyrisme. Et un bel Y pour commencer, un I pour poursuivre dans ce mot lyrisme. LYRISME. Tu reviens, deuxième personne du singulier avec un S. Revient ici avec du soleil plein les yeux, plein le cœur. Je ne crois pas qu'il y ait de difficulté, non? Alors plein, Oui, on n'accorde pas. Au singulier, il est dans les deux Voilà, cas, bien sûr. Oui. au singulier, pas de S à plein, notamment quand il précède les yeux. Tu tombes ES dans le pôle, alors là, c'est comme le pôle Nord. C'est le pôle Nord, c'est Ouais. ça, je crois que c'était. Donc Pôle- c'est PO, accent circonflexe, LE. Voilà, Exactement. les deux fois. Et pour le deuxième, bon, ça c'est stylistique, tu tombes dans le pôle, point d'exclamation, dans le pôle des minuscules, ANS, le pôle, voilà. Par contre, les dahlias n'ont pas fleuri, on met une majuscule selon Colette Allais. Dahlia, DAHLIAS. Vous aviez... Côté végétaux, vous êtes bien? Oui, non, fleurs, je suis bien. En plantes. fait, du coup, j'étais pas sûre. Donc, en Votre fait, il faut herbier. enlever la majuscule au deuxième dans le pôle, c'est Oui, ça? Oui. Voilà, ça, je savais pas, Oui. effectivement. Bon, c'est pas vraiment une erreur. Et Dahlia, DAHLIAS. Exactement. On pense au Au dahlia noir, Delroy. Et Rachid aussi, maître Espolard. Les dahlias n'ont pas fleuri, c'est un auxiliaire avoir, donc on n'accorde pas fleuri, attention, FLEURI. 8 jours, 8 HUIT, jour, on n'oublie pas le S en revanche. Mais soit tranquille, soit SOIS. Bien. tranquille, 2LE, mon amour adoré, alors au masculin cette fois-ci, puisqu'on est au singulier. Ton nid, NID, on pense à ce D muet, s'avance, S''AVANCE. Si l'architecte n'avait pas eu une paratyphoïde, allez-y, comment vous l'avez Alors, imaginé, j'ai imaginé cette paratyphoïde? PARA, Ouais. Bien. TYPHOI-DE. Eh ben c'est Exactement. parfait. Parfait. Vous Plus êtes de spécialiste peur de que de mal. Vous voulez nous raconter ce qu'est la paratyphoïde? Oui, qu'est-ce que c'est Peut-être, hein. C'est une fièvre, en fait. C'est que C'est une dérivé de la fièvre typhoïde. Voilà. Voilà. D'accord. Bon. Le typhoïde est un mot qu'on connaît un peu plus, qu'on a vu circuler dans les livres des autres. Ce serait fini, point. Et voilà. Voilà. Alors, cette dictée, j'ai pu voir les commentaires la semaine dernière, assez majoritaires sur le fait que la dictée sans difficulté n'est pas un véritable sujet. On a quelques participantes et participants qui aiment la difficulté, mais la majorité, on a aussi des participantes et participants étrangers. Notamment, j'ai vu des Argentins et d'autres pays aussi qui aiment justement que nos dictées soient accessibles pour répondre à votre question. Très bien. Eh ben, on va continuer à la poser cette question de semaine en Très semaine bien. et puis alterner les plaisirs, c'est ça qui est bien. Exactement. Parce que parfois, Rachid Santaki nous a fait des dictées extrêmement corsées, comme un D'accord. bon café du matin, avec surtout des registres, des répertoires très particuliers. Jules Verne, je pense, c'était voilà, celle qui de a la aussi, mer. marqué nos
de la mer, des tissus, Beaucoup des de vocabulaire étoffes. technique, c'est ça Oui. Le Zola aussi, avec effectivement, on avait du on avait des jardin. tissus, Ouais, exactement. on a pu avoir aussi. Et dans ces cas-là, si vous ne connaissez pas, ça peut être assez piège. Bon. Merci beaucoup à vous, Claire Berest. Merci à Merci. vous. D'être venue participer à cette dictée. Je rappelle que l'intégralité de la correction du texte est à retrouver sur franceculture.fr. Claire Berest, votre roman, dernier roman, Artifice avec un S, apparu chez Stock à la rentrée dernière. Et je rappelle le numéro en kiosque tout le long du mois de mars du magazine littéraire Lire, consacré au couple de la littérature. Et vous acceptez d'y témoigner, Claire Berest. On vous en remercie aussi d'être venue autour de cette table pour réaliser cette dictée. Merci à tous les Merci deux. beaucoup. Merci. Un grand merci à Mydia Portis-Guérin qui a réalisé cette émission. Merci à Corinne Amar avec... Pardon, je me suis perdue. C'est Clara, hein, excuse-moi. C'est ça. Merci Carla, beaucoup. Oui. Carla, pardon, voilà, je savais que j'avais un doute. Merci beaucoup. Attends, on va faire comme ça. À la réalisation, Mydia Portis-Guérin. À la préparation, Carla Michel avec Corinne Amar. Merci beaucoup à toutes les deux qui ont aussi réalisé le site de cette émission. À la technique, Jordan Fuentes.